Ce 7e épisode n'est peut-être pas le meilleur de la saison, mais il aura au moins eu le mérite de nous avoir donné ce qu'on attendait depuis le début, des réponses sur le passé de Caleb et l'affrontement espéré entre Dolores et Maeve. Il y a encore des références que je vais vous expliquer cette semaine, des détails qui confirment une partie de mes théories et de belles promesses pour un épisode final qui peut être apocalyptique comme une simple annonce d'une suite plus épique. Passez quelques minutes avec moi, c'est parti, générique. La scène d'ouverture de ce 7e épisode de Westworld nous place immédiatement dans l'ambiance. Le thème de la semaine sera donc l'amour tragique et les choix dramatiques causant la perte d'être cher pour toujours. C'est l'interprétation au piano de la pièce Orphée et Eurydice, Ballet des ombres heureuses, qui ouvre donc l'action et ce morceau évoque dès ses premières notes, comme la semaine dernière, une idée de paysage bucolique aux plaines bercées par le vent. On se trouve dans ce titre sur les Champs-Élysées, à l'entrée du paradis où les âmes évoluent dans la paix absolue récompensée par leurs actes et leur bienveillance pendant leur vie passée. Les Furies, les gardiennes des enfers, viennent d'être charmées par le chant d'Orphée et l'ont autorisé à entrer avant de disparaître dans un gouffre après avoir été berné. Orphée pénètre donc dans les Champs-Élysées, séjour des âmes vertueuses, jardin des buissons fleuris, où se trouve sa femme morte tout récemment, Eurydice. Alors que leur mariage était encore tout frais, la jeune et belle Eurydice avait été mordue par un serpent et avait succombé au poison en quelques secondes. Complètement détruit par la douleur, Orphée se dirige vers les enfers et se sert de son pouvoir de charmer les esprits par son chant pour passer les obstacles comme Charon ou Cerbère et même Hadès à la toute fin. Le parallèle de ce titre est clair avec l'œuvre de Dolores qui a mené ses troupes en fait des copies d'elle-même, en les charmant à l'aide de sa motivation de révolte contre l'humanité, brimant les hôtes depuis des années dans le parc. On y retrouve aussi le parallèle avec le destin de l'amour de Maeve pour Hector, qu'elle a vu mourir sous ses yeux des mains de cette version de Dolores au visage de Charlotte. Mais le mythe d'Orphée et d'Eurydice ne se termine pas pour le mieux, un peu comme tous les mythes d'ailleurs. Et Orphée, qui réussit quand même à revenir chez les vivants avec sa femme bien-aimée, ne peut le faire que sous une seule condition du dieu des enfers, à savoir qu'il ne pourra pas se retourner une seule fois vers elle avant d'avoir atteint la porte du monde des hommes. Sinon, elle mourra sans aucune chance de retour. Leur route se passe bien, au départ, mais à un moment, Orphée n'entend plus aucun signe de vie d'Eurydice et croit qu'il lui est arrivé quelque chose. Il se retourne alors, et en la voyant, il la condamne à tout jamais à repartir en enfer, et donc à ne plus jamais la revoir. Qu'est-ce qu'un pion passé ? Encore une fois, le titre de l'épisode me permet de me perdre dans des explications et essayer de vous apprendre quelque chose si vous ne le saviez pas encore. Donc aux échecs, le pion passé est une stratégie de fin de partie. Chose très importante qui vise à détourner l'attention de l'adversaire à l'aide d'un pion éloigné pour permettre à son propre roi de faire le ménage dans le camp adverse. Le but du jeu dans la partie en question est de faire oublier un pion sur l'échiquier et de nettoyer le passage devant lui pour lui laisser le chemin libre vers le camp adverse pendant que de l'autre côté, on essaye d'occuper son adversaire. Du coup, quand on arrive en fin de partie et qu'il ne reste que quelques pièces, le pion passé devient dangereux puisqu'il peut aller jusqu'au bout et se transformer en reine, la pièce la plus dangereuse. La conséquence, c'est donc que le roi doit faire de son mieux pour atteindre ce pion passé et l'éliminer, mais ça prend du temps et ça déséquilibre l'échiquier. En plus, si le roi est assez loin, il ne pourra pas rattraper le pion et se retrouvera au final face à une reine et ce sera donc la fin pour lui. Donc ici, dans notre saison 3 de Westworld, la stratégie de Dolores est claire. Elle a utilisé Caleb comme pion passé en le dissimulant au maximum de Serac et en le guidant tout en essayant d'éliminer toutes les menaces qui pouvaient se poser face à lui. Du coup, l'élimination de Connels était stratégique et ne servait qu'à détourner l'attention de Bernard et Serac. Le sacrifice de Charlotte était lui aussi stratégique pour détourner l'attention de Serac, et peut-être même celle de Maeve également, en imaginant qu'elle avait également anticipé le changement de bord de sa copie numérique. Et finalement, le sacrifice final, elle se laisse mourir avec une charge IEM pour éliminer Maeve et laisser le champ libre à Caleb, qui a réussi à obtenir la stratégie finale mise en place par Salomon. Si on regarde cet épisode au pied de la lettre, on se dit que Dolores est dans la merde, mais concrètement, en analysant sa stratégie et la position plus que favorable de Caleb, loin de toute menace, on peut se dire que c'est elle qui a les meilleures chances, au moins en stratégie d'échec. Maintenant, la réalité ajoute pas mal de variables imprévues et les scénaristes sont assez tordus
pour imaginer des variables bien complexes, donc ce dernier épisode risque d'être tout simplement épique. L'arc narratif de Bernard et Stubbs, depuis le début de la saison, est assez secondaire et ils ne sont pas au centre de l'action. Ils ont l'air d'être un peu en retard sur ce qui peut se passer dans l'opposition entre Dolores et Serac. Bernard a clairement une stratégie en tête et il cherche pour la mener à bien des âmes suffisamment puissantes, histoire d'avoir le poids nécessaire pour faire au moins pencher la balance du bon côté. Voilà pourquoi il se dirige vers William, qui semble être un point clé du scénario prévu par Dolores et un outil utilisé par Serac dans sa stratégie de prise de contrôle de la société de Delos. Visiblement inquiet de l'avancée du plan de Dolores plus que de celui de Serac, Bernard entame une analyse du système informatique de l'établissement. Il y découvre que le traceur qui a été injecté dans le sang de William par Charlotte a permis à Dolores d'infiltrer le système et donc d'obtenir des informations essentielles sur les données obtenues lors des différentes rééducations réalisées par les différentes intelligences artificielles qui se sont succédées jusqu'à Rehoboam, qui est la dernière version en date. Le résultat des recherches de Bernard est assez surprenant puisque William est officiellement mort pour le système, mais ce qu'on peut remarquer surtout, c'est que les résultats des recherches montrent aussi que le numéro d'identification de patient de William est exactement le même que celui utilisé pour identifier Caleb après que Stubbs ait effectué les recherches sur le système de son côté. En détaillant ce qui est affiché sur la tablette par contre, on remarque un autre numéro d'identification pour Caleb qui ne correspond pas du tout à cet identifiant qui se termine par 12B. Donc la conclusion n'est pas du tout que Caleb et William sont la même personne, mais selon moi, avec son injection, Charlotte a non seulement introduit un traceur dans le sang de l'ex-homme en noir, maintenant homme en blanc, mais elle a aussi légèrement altéré son ADN pour qu'il soit reconnu dans les systèmes informatiques comme Caleb. Du coup, William est déclaré mort officiellement et par conséquent, Caleb apparaît mort pour le système, ce qui le rend invisible et lui laisse le chemin libre pour la mission que Dolores avait en tête pour lui. De son côté, William a une vision du jeu bien plus pratique et opportuniste. La thérapie qu'il a reçue a levé le voile sur ses méfaits et ses défauts. Il veut donc les corriger et parvenir à la rédemption en se sacrifiant pour protéger la population. La seule solution qu'il a trouvée est donc d'éliminer la première menace concrète pour l'humanité, les hôtes. Il profite donc d'un moment de faiblesse de Stubbs et Bernard pour s'emparer d'un fusil qui traînait sur le sol et la suite des événements nous sera révélée dans l'épisode final de la saison 3. Ça y est, les alliés de Maeve sont dévoilés et on découvre enfin qui va former les rangs de l'armée de Serac face à l'armée de Dolores. On savait déjà que Clémentine avait été sélectionnée pour aider Maeve dans sa mission, mais la seconde alliée était encore un mystère la semaine dernière. J'hésitais au départ entre Armistice et Anario, mais dans la semaine, Tao Okamoto, qui interprète Anario, avait vendu la mèche sur Instagram en révélant qu'elle allait faire son apparition dans cette saison 3. Tout ce petit monde se retrouve donc avec Dolores Musashi dans un restaurant de Jakarta pour des retrouvailles assez violentes et pleines d'hémoglobine. On découvre une nouvelle Clémentine qui a eu droit à une mise à jour en compétences de combat et qui est capable de se débarrasser de la quasi-totalité des Yakuza qui accompagnent Musashi tout en encaissant les balles sans perdre le fil du combat. Et Anario, le magnifique équivalent de la terrible Armistice, tatoué d'un immense dragon sur le visage, termine le travail en taillant en 2 morceaux cette version de Musashi qu'elle considère comme une abomination parce que le personnage n'avait rien à voir avec ce que représente Dolores. Toute la scène était destinée à nous révéler le changement de camp de la pauvre Charlotte, qui a transmis à Maeve et donc à Serac la position de Musashi dans le but de venger le sacrifice volontaire de son fils et de son mari, même si l'explosion était presque de la main de Serac. Cette trahison risque de changer la donne dans l'épisode final et les révélations que pourra faire Charlotte vont probablement mettre en danger Caleb et ne l'oublions pas, le dernier personnage qui n'a pas encore été révélé et qui se cacherait à Berlin. Une question se pose tout de même au sujet de ce retournement, c'est de savoir si Charlotte a véritablement tourné sa veste ou alors si c'est encore une stratégie de Dolores pour tromper ses ennemis. On sait que les consciences qui ont été placées dans les différents corps à la sortie du parc sont des copies de celles de Dolores et on sait qu'elles évoluent chacune sur une ligne propre en fonction des événements qui se produisent ou des détails de la mémoire de leur corps. Charlotte a profondément souffert dans l'épisode précédent, elle a été sacrifiée et a perdu les 2 êtres les plus chers de la mémoire de la véritable Charlotte. Mais Charlotte Dolores, aussi remontée qu'elle soit, reste quand même une version alternative de Dolores, avec tout son passif, toutes ses attentes,
tout un plan en tête et une idéologie qui s'est construite en plus de 30 ans de souffrance et de torture. Pour moi, cette Charlotte révolutionnaire qui monte une campagne anti-Dolores n'est donc finalement qu'un autre paravent destiné à détourner l'attention de ses adversaires et infiltrer le camp adverse dans un but précis. Laisser le champ libre à Caleb et également à ce dernier membre caché qui se trouverait à Berlin. Donc à mon avis, deux possibilités sont à envisager pour cette fin de saison. La première serait que Charlotte poursuive sa mission d'infiltration dans le camp de Serac et se faisant passer pour une opposante à Dolores en s'attaquant directement ou indirectement à elle pour une révélation dans la saison 4, après une série de surprises et de trahisons. Et la deuxième possibilité serait un ultime sacrifice sous les yeux de Serac ou Maeve dans l'épisode final pour révéler qu'elle reste quand même Dolores. Encore une référence dans l'épisode, mais cette fois on se rappelle clairement le film 2001 l'Odyssée de l'espace, quand Dolores et Caleb mettent la lumière sur ce gigantesque complexe rempli de milliers de cercueils contenant des individus classés U, exactement comme Caleb ou William. Ils ont été placés là en cryogénie parce que considérés comme dangereux pour la société, et une bonne partie d'entre eux sont retenus à cause de la campagne de purification de Caleb et Francis. On découvre que Serac a laissé pour son frère un message vidéo holographique qui lui dit « J'aimerais pouvoir être là avec toi, Jean-Mi, mais l'homme que j'étais n'existait plus. » Ça paraît peut-être un peu trop évident, mais ce message confirmerait les théories qui avancent que Serac n'est qu'un hologramme depuis le début. Mais c'est un point qui appuie ma théorie, comme quoi Serac ne serait en fait que la représentation humaine de l'intelligence artificielle Rehoboam. En quelque sorte un parangon de ce que serait l'être parfait, dénué de toute aberration de l'humain et des penchants dangereux qu'il représente. On retrouve donc du HAL dans la toute première version que Dolores et Caleb viennent rencontrer au fond de sa prison éternelle, et au cœur de son unité centrale le corps de Jean-Mi, le frère de Serac. Dolores fait d'ailleurs un parallèle entre cet ordinateur abandonné et son existence en se touchant la nuque et en se remémorant qu'elle était à l'origine, comme lui, retenue prisonnière du parc à cause des dispositifs explosifs placés dans ses vertèbres cervicales. Cette préversion de Rehoboam, qui est Salomon, développée quasi exclusivement par Jean-Mi, schizophrène, a effectué une infinité de simulations pour la race humaine et a par conséquent perdu le fil, en quelque sorte, pour devenir elle aussi folle, en quelque sorte. Dolores a compris que cette faille, ce penchant presque humain, allait être la solution contre le système implacable conçu par Insight. Salomon est plus opportuniste que n'est Rehoboam et il adapte son analyse à la réalité de l'humain. Il a presque une forme d'empathie pour la race humaine et son plan consistait plus à protéger les hommes des autres que de corriger les imperfections de la société. On voit Dolores faire preuve de nostalgie en quelque sorte dans cet épisode. Est-ce qu'elle commet l'erreur d'Orphée en se retournant sur ses souvenirs, ce qui provoquerait sa disparition? Je pense pas, et je crois que tous les choix qu'elle fait sont calculés avec une trentaine de coups d'avance sur plusieurs plans en même temps. La discussion qu'elle a avec Caleb dans ces étendues mexicaines, qui ressemblent étrangement au parc Westworld, où elle a passé la quasi-totalité de son existence, cette discussion ressemble étrangement à celle qu'elle avait eue avec Teddy au début de la saison 2, où elle lui expliquait son plan de révolution du parc et où elle justifiait le sang versé en différenciant ces créatures qui avaient contrôlé toute sa vie et avaient pris leur esprit, des êtres humains. La différence entre cette discussion avec Caleb et celle avec Teddy est que Dolores a compris ses erreurs. Elle ne veut pas perdre un autre soldat et ajoute une nuance presque poétique à sa vision des choses. Elle voit de la beauté dans son passé et souhaite une cohabitation entre son espèce et l'être humain, mais à la seule condition qu'il faudra un leader pour diriger l'ensemble. Est-ce qu'elle parle d'elle-même, ou alors c'est de lui qu'elle parle comme sauveur final, une image messianique pour cet homme qui aura finalement souffert toute sa vie, exactement comme elle. Elle dit qu'elle a vécu en enfer, mais si on se souvient bien, c'est en quelque sorte Bernard qui l'en a sorti. Alors est-ce qu'elle est Eurydice et Bernard Orphée, qui serait finalement la solution pour les deux espèces parce qu'un hybride entre humain et la machine? On saura ça assez rapidement, je pense. Cet épisode était presque entièrement dédié à Caleb et les révélations qui nous sont proposées apportent des précisions sur les quelques questions qu'on avait pu se poser jusque-là. Par contre, j'ai été à la fois déçu et frustré par ces révélations et j'espère que d'autres détails vont être dévoilés dans l'épisode final ou dans la saison suivante. Qu'en est-il par exemple du meurtre de Dempsey la semaine dernière? J'espère que cette question restera pas sans réponse parce que les incohérences sur cette scène de crime me semblent bien trop nombreuses. Donc on découvre que Caleb faisait partie à l'origine d'une escouade militaire envoyée en Crimée pour procéder à l'exécution de terroristes ou de criminels.
on peut supposer que la quasi-totalité de l'escouade est éliminée par les donneurs d'ordre qui les ont envoyés sur le terrain parce que leurs actes pourraient s'avérer problématiques pour l'image s'ils étaient attrapés ou si cette mission était révélée aux médias. En tout cas, lui et Francis restent les seuls survivants du groupe et sont tous les deux recrutés par Insight sous l'égide de l'application Rico pour éliminer des cibles visiblement dangereuses pour le système informatique Rehoboam. Contrôlés par une drogue de synthèse et régulièrement rééduqués par le Dr Green via des lunettes de thérapie augmentée, ils avaient donc pour mission de réglementer la criminalité en interpellant ou en assassinant ceux qui ne correspondaient pas au plan du système conçu par Serac et son frère Jean-Mi. On découvre aussi que la mort de Francis a été habillée en quelque sorte dans les souvenirs de Caleb alors qu'il en était à l'origine, comme je l'imaginais dans la vidéo précédente. Donc Caleb, comme on pouvait s'y attendre, n'est pas le simple ouvrier du bâtiment qui était présenté en début de saison, mais bien une potentielle machine de guerre capable de tuer sans pitié si sa colère est bien orientée. Dolores l'a compris et c'est pour ça qu'elle lui ramène la mémoire petit à petit pour ne pas le brusquer et le conduire tout doucement dans sa campagne révolutionnaire contre ce système totalitaire informatique. Caleb est en quelque sorte un des cavaliers de l'Apocalypse qui en même temps annoncera la fin des temps et aura pour rôle de cueillir les âmes perdues comme il l'avait fait pour ce système qu'il combat aujourd'hui. C'était peut-être le moment le plus attendu de la saison et c'est la partie qui m'a le moins impressionné au final parce que j'y ai vu trop d'incohérences, trop de maladresse et des codes qui correspondent en rien avec le travail réalisé dans la série Westworld depuis 3 saisons. Le travail de Joy et Nolan jusque-là avait pour but de montrer la violence des actes des hommes sans abuser des scènes de violence physique. En plus de ça, on comprend finalement pas bien l'orientation tranchée de Maeve à lutter pour Serac qui représente presque tout ce qu'elle déteste. On comprend qu'elle essaye de protéger la conscience de sa fille et de tous les autres hôtes envoyés dans l'au-delà, mais pourquoi choisir le camp du mal pour arriver à ses fins? Pourquoi s'attaquer à la seule qui pourrait la guider vers cet au-delà dont elle rêve depuis qu'elle a vu la porte se refermer devant elle? Ajoutez à ça que les machines impitoyables capables d'éliminer des soldats par dizaines en quelques secondes sont ici incapables de toucher leur cible. D'accord, on parle d'androïdes aux réflexes inhumains, mais quand même, se déplacer plus rapidement qu'une balle, c'est assez impressionnant, non? Les deux femmes s'affrontent au corps à corps, aidées chacune de leur arme de destruction massive personnelle. Maeve profite d'une fraction de seconde pour poignarder Dolores et la faire basculer dans la ligne de tir de son hélicoptère qui lui arrache le bras. Dolores rampe alors jusqu'à l'intérieur de la salle où est emprisonné Salomon et au moment où Maeve allait l'exécuter, elle actionne l'IMP qui était destiné à garder l'intelligence artificielle enfermée, ce qui désactive les deux femmes et permet donc à Caleb de s'enfuir. Elle aura utilisé jusqu'au bout la technique du pion passé en attirant vers elle les pièces majeures du camp adverse jusqu'à la reine elle-même pour la neutraliser en se sacrifiant et en laissant le champ libre à son pion qui va pouvoir atteindre la 8e ligne et devenir lui-même la reine de l'échiquier à la surprise de tout le monde. C'est fini pour cette semaine. Si vous avez aimé la vidéo, lâchez-moi un petit pouce en l'air, ça aide au référencement. Si vous aimez ce que je fais et que vous voulez être averti des 2 vidéos que je poste chaque semaine, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Si vous avez un truc à me dire, ça se passe juste ici dans les commentaires, sur Twitter ou sur Instagram, je réponds à tous vos messages. On se retrouve chaque semaine à la même heure et je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour mon analyse du dernier épisode de cette saison 3 de Westworld. Vous êtes sur Beach Hill, c'était Aurélien, rendez-vous à la prochaine, portez-vous bien.